Humanité. Le podcast. Nous avons tous tendance à juger, critiquer, stigmatiser l'autre, en oubliant souvent que cet autre, c'est nous. Derrière nos façades sociales, nos personnalités, des histoires et des scénarios de vie différents. Et pourtant, juste derrière, notre humanité. Mais la souffrance, ça fait peur. Alors on la cache. On fait comme ça va, toujours. Faut pas que ça dure trop longtemps, que ce soit trop fort. Je sais pas à quel moment ça a basculé. Mais ce podcast, il est juste là pour réhabiliter la souffrance qui est inhérente à notre condition d'humain. Parce qu'elle est aussi le socle de nos plus puissantes transformations. Et puisque c'est l'ignorance qui crée le jugement et la division, alors aujourd'hui, entendez ces histoires, ces tranches de vie, et passez de l'autre côté du miroir. Bienvenue, je suis Émilie Laurette, vous êtes dans Humanité, le podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce 7e épisode, il m'a semblé nécessaire de parler d'un sujet qui fait malheureusement la une des actualités depuis plusieurs mois, les crèches et le milieu de la petite enfance. Alors avant ça, il y avait déjà eu les scandales des maisons de retraite et en ligne de fond et mis en lumière depuis le Covid, les conditions de travail dans les hôpitaux. Finalement, c'est tout le milieu du soin, du service aux personnes vulnérables qui sont remises en cause et qui craquent littéralement. Alors personnellement, je suis, de par mon métier, dans le domaine du soin et j'entends tous les jours la maltraitance, la souffrance que ces personnes qui traversent une période compliquée de leur vie reçoivent, souvent dans leur cadre professionnel où la fragilité n'a pas sa place. J'ai découvert il y a un peu plus d'1 an et demi le milieu des crèches puisque j'y interviens tous les mois sur plusieurs structures et ça a été une vraie découverte pour moi. Car j'étais moi aussi finalement remplie d'a priori sur ce métier. Garder des enfants toute la journée, sur le papier, ça a l'air plutôt cool et moins sérieux par exemple que de bosser dans des bureaux. Mais en fait, quelle claque j'ai pris. Quel boulot elles font. Non, en fait, c'est pas le Club Med de garder plus de 10 enfants par jour du matin au soir. Émotionnellement, ça demande énormément de compétences relationnelles et de self-control face à des émotions brutes des enfants. Ça demande des compétences sérieuses sur le développement de l'enfant et une réponse émotionnelle et efficace à ce développement-là. Et en plus de tout ça, il faut gérer le ménage et les diverses tâches à faire dans la journée. Et en plus, ne pas être reconnu à sa juste valeur, puisque ce sont des métiers bien souvent payés au SMIC. Alors je comprends aisément le désarroi. Alors moi je constate les arrêts maladie nombreux, les turnovers, les professionnels à bout de souffle, épuisés mentalement, des directrices impuissantes puisque non reconnues également. En fait, c'est un système en crise qui est littéralement à bout de souffle. Alors que ce que nous oublions bien souvent, c'est que ces professionnels s'occupent toute la journée, tous les jours, des futurs adultes de demain. Et en fait, à la suite du décès d'un jeune enfant qui a eu lieu dans une crèche collective en juin 2022, l'inspection générale des affaires sociales a été saisie par le ministre chargé des solidarités afin d'évaluer plus largement la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant. Et en fait, il en est sorti pas mal de recommandations qui ont été très cohérentes. Et ce qui en est ressorti notamment, c'est qu'aujourd'hui, les formations reçues par les professionnels de la petite enfance, en fait, elles sont plus adaptées à l'évolution en fait de l'enfant. Aujourd'hui, un professionnel de la petite enfance ne peut plus se permettre de répondre uniquement aux besoins physiologiques de l'enfant. Les besoins fondamentaux de l'enfant, qui conditionnent son développement et son bien-être futur, embrassent une sphère large pour développer ses compétences linguistiques, cognitives, affectives, comportementales, motrices, sensorielles, morales et sociales. L'enfant, il doit notamment être confronté à un environnement affectivement sécurisant, riche en interaction et en stimulation, et favorable à son exploration et à une dynamique d'expérimentation qui lui permet de comprendre et d'éprouver les lois du monde physique. La recherche qui a été conduite au cours des dernières décennies, elle a permis d'élargir en fait considérablement la compréhension des capacités du jeune enfant et de ses besoins en termes de développement et de bien-être. Le nourrisson, par exemple, il ne peut plus être considéré comme un simple objet de soin. Les progrès accomplis en psychologie du développement
en technique d'imagerie cérébrale, en sciences cognitives et en neurosciences, ont démontré que le nourrisson était un sujet doté d'une large sensibilité, capable de souffrir et de mémoriser la douleur corporelle, voire psychique. Plus encore, ces recherches ont permis de mettre au jour la précocité et l'intensité des capacités cérébrales et sensorielles du tout petit et de transformer entièrement la compréhension de la psychologie du jeune enfant. Et j'ajouterai également comment on peut s'occuper des émotions d'un tout petit, avec des émotions brutes du coup, pendant des heures et des heures, si moi-même je ne suis pas au clair avec mes propres émotions. Vous voyez, en fait, ça pose plein de questions et de sujets différents qui sont si essentiels pour le futur, en fait, de ces enfants. Alors, personnellement, je pense que la socialisation du soin, c'est une obligation pour la santé. Elle est devenue essentielle. C'est la clé de réponse, en partie, de la transformation de nos sociétés. La raison pour laquelle on traite mal les personnes dans les hôpitaux et toutes celles qui apportent du soin aux autres, c'est qu'elle n'est pas évoluée d'un point de vue financier parce qu'on considère en fait que c'est improductif. La science économique libérale, avec le père fondateur Adam Smith, a quand même développé toute une pensée économique autour du fait que le seul travail qui vaut salaire est le travail dit productif, la production de biens. Donc tout ce qui appartient à la sphère privée, c'est la sphère en fait des sentiments moraux pour lui. Donc les conséquences sont que tout ce qui s'affilie aux soins soit non rémunéré ou bien sous-rémunéré. En fait, on ne valorise pas, économiquement en tout cas, toute la sphère du soin. Donc la sphère de la santé dans sa globalité, donc l'écologie, la nature, la préservation de l'environnement, la préservation de la maison, le foyer, l'éducation, et donc l'éducation des enfants aussi au sens large, les vieux également, cette transmission qui n'est pas valorisée, et c'est toutes les sphères qu'on a besoin de développer en fait aujourd'hui. C'est tout ce dont la société manque aujourd'hui, et donc c'est un switch qu'il faut que la société elle opère, et c'est un changement profond de modèle économique qu'il faut opérer pour intégrer ça. Il ne s'agit pas de confronter ni d'opposer, mais d'intégrer. Et aujourd'hui, avec cet épisode, avec Alicia, qui est directrice dans une micro-crèche, on peut juste dire que c'est possible, que les décideurs à tous les niveaux dans les entreprises ont la possibilité de créer une société plus saine, qui prend en compte les besoins de chacun et qui arrive à trouver du sens, donc à être plus efficace encore. C'est un paradigme qu'il faut faire évoluer. Du coup, je vous souhaite une excellente écoute, de bonnes réflexions, et à très vite du coup pour le prochain épisode. Bonjour Alicia. Bonjour Émilie. Ravie du coup de vous recevoir sur cet épisode-là. Moi aussi, je suis ravie. Et du coup, pour contextualiser un petit peu du coup l'épisode du jour, au moment de l'enregistrement en tout cas, c'était une journée assez particulière pour vous parce que dans votre équipe, il y a deux personnes du coup, enfin deux collaboratrices qui quittaient l'entreprise suite à des démissions. Et il y avait une petite du coup que vous gardiez depuis ces 10 semaines, tous les jours, toute la journée, et qui du coup c'était son dernier jour aussi aujourd'hui. Donc on pourra parler après des raisons des deux collaboratrices qui parlent, enfin voilà, ça fera du coup partie des raisons aussi. Mais voilà, ça peut avoir une influence sur l'épisode du jour, donc c'était important pour moi de contextualiser le moment de l'enregistrement. Donc on va commencer par vous présenter. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Votre cursus, votre parcours, c'est quoi ? Donc moi, je suis Alicia, j'ai 32 ans et du coup, aujourd'hui, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et directrice du coup de deux micro-crèches. Mon parcours, j'étais pas du tout dans ce métier-là à la base. Du coup, j'ai travaillé dans la parfumerie pendant 5 ans. J'avais un BTS esthétique cosmétique à la base. Et c'était un choix volontaire de redevenir éducatrice de jeunes enfants parce qu'à la base, c'était ce que je voulais faire. Et en fait, c'est un concours d'admission pour pouvoir entrer du coup à l'Institut régional du travail social, donc l'institut qui forme les travailleurs sociaux. Et du coup, quand j'avais passé la première fois le concours en sortant du bac, je n'avais pas eu le concours. Donc je m'étais redirigée vers du coup un BTS esthétique cosmétique. Et j'ai travaillé pendant 5 ans, un peu plus de 5 ans dans la parfumerie.
Et puis, les années ont passé, j'ai passé des super années, j'en ai un super souvenir, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est rappelé à moi le fait d'avoir envie de changer et de retourner dans le travail social. Et du coup, je me suis posé la question, et puis ça a été vraiment une grosse décision à prendre parce que ça voulait dire quitter un CDI, quitter un emploi, quitter toutes ces choses-là pour reprendre des études à 25 ans. Donc bon, c'est quand même jeune, 25 ans, mais bon, en général, on ne reprend pas ses études, on les finit à l'âge-là. Donc ça a été toute une réflexion, et puis ça a été une évidence, donc, parce que j'ai repassé le concours et je m'étais dit, si j'ai le concours, c'est ce que je dois faire. Je m'en étais un peu maintenue à ça, et effectivement j'avais eu le concours, et du coup j'avais posé ma démission et je suis rentrée dans la foulée à l'école, donc en septembre 2015. J'ai ensuite été diplômée en juillet 2018, et ensuite j'ai commencé ma vie professionnelle dans le travail social. J'ai pu travailler en protection de l'enfance, j'ai travaillé dans le handicap, j'ai ensuite travaillé dans la demande d'asile, pour ensuite devenir directrice donc, de 2 microcrèches depuis maintenant 2 ans et demi. Okay. Voilà un petit peu mon parcours. Donc par rapport à votre parcours, le public auquel vous étiez rattaché finalement, c'est un public de personnes vulnérables. Est-ce que dans les différentes expériences que vous avez eues avec ce public-là, est-ce que vous voyez des similitudes ? Je pense que si on peut trouver une similitude, c'est l'importance du travailleur social. Je vais l'appeler comme ça parce que finalement, ça reste ce qu'on est, hein, même pour moi. Après, quand on est en établissement d'accueil du jeune enfant, on reste avec ce cœur de travailleur social. Du coup, pour moi, c'est en fait la nécessité pour toutes ces personnes d'avoir un travailleur social qui les accompagne au quotidien. De différentes manières en fonction du lieu d'exercice, de différentes manières en fonction de la vulnérabilité. Voilà, que ce soit la protection de l'enfance ou le handicap, on ne va peut-être pas intervenir de la même manière. La demande d'asile non plus. Mais derrière ça, ces personnes se rattachent d'une certaine manière au travailleur social qui les accompagne pour pouvoir évoluer. Et peu importe dans quel lieu d'exercice, hein, pour moi, même dans un établissement d'accueil du jeune enfant, l'enfant va se rattacher du coup aux personnes qui l'accueillent au quotidien pour pouvoir évoluer. Donc si vraiment je devais trouver pour moi une similitude ou quelque chose qui regrouperait tous ces métiers, peu importe le lieu d'exercice, ça serait ça. Et parce qu'on n'arrive jamais à ces métiers par hasard, enfin moi je pense vraiment qu'on est là pour réparer quelque chose, ou qu'est-ce qui a fait que vous, jeunes, vous vouliez travailler du coup dans le social ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Je pense que jeune, je m'en rendais pas compte, hein, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je pense qu'il y avait cette notion de se dire, je vais pouvoir aider les autres. Je pense que à un moment, c'est ce qui traverse l'esprit de tout travailleur social, le fait de se sentir utile. Le fait de se sentir utile, de faire un métier qui va profiter à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça qui va, en tout cas, faire naître l'envie de devenir travailleur social à un moment. Après, on se rend bien compte que ça vient générer d'autres choses et que on va pas faire purement de l'aide et que la formation est là pour faire comprendre qu'on a un rôle bien précis et qu'il faut avoir quand même une juste distanciation avec les personnes qu'on accompagne pour pouvoir les accompagner. Mais je pense qu'avant d'en arriver à tout ce cheminement, de pouvoir se dire effectivement ça c'est une posture adéquate pour accompagner ou ça ne l'est pas, je pense qu'il y a à la base, en tout cas pour moi ça a été ça, de me dire je me sens utile dans mon travail, j'ai envie de faire quelque chose qui tous les jours va me faire dire je vais me sentir utile. Et c'est vrai que ça s'est rappelé à moi quand je travaillais en parfumerie, parce que avec le temps, on se rend bien compte que le monde de la beauté vient souvent faire écho à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et en fait, quand j'ai été en parfumerie, souvent j'ai été face à des clientes qui avaient tendance à me livrer certaines choses d'elles-mêmes. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais bon, finalement, est-ce que je suis vraiment au bon endroit ? Et c'est comme ça que s'est rappelé à moi le fait de devenir éducatrice en soi et de jeunes enfants, parce que pour moi, c'était une évidence
que je souhaitais travailler auprès de l'enfance et auprès de parents en tout cas, parce que je pense que c'était ce qui m'interpellait le plus. Voilà, l'enfance, ça paraît connu de tout le monde, hein, parce qu'on a tous des enfants autour de soi, on côtoie tous des enfants, on a tous été enfants. Et du coup, on se dit, ouais, c'est super. Puis les enfants, c'est la vie, c'est la joie, c'est la découverte, c'est l'expérimentation au quotidien. Donc on se dit, mais incroyable de pouvoir accompagner ça au quotidien. Et pour moi, ça, c'était une évidence. C'était les enfants, en tout cas, même les enfants les plus grands, hein, j'ai pu accompagner des ados, etc. Mais c'était en tout cas l'enfance au sens large pour moi. Et voilà, avec cette envie d'être là pour les aider à grandir. Pouvoir être présente pour les aider à grandir. Ça, c'était vraiment ce qui était le plus important pour vous, votre motivation suprême, on va dire. C'est exactement ça. Je pense que c'était important de pouvoir me dire en fait, je pense qu'à travers le temps, j'ai compris à quel point l'adulte avait un rôle dans le développement d'un enfant. Et je pense que ça me semblait, après, par la suite, évident de me dire mais toi aussi, tu peux avoir un rôle dans le développement des enfants. Et aujourd'hui, c'est clairement ça qui me motive encore plus de me dire j'ai un rôle, même peut-être que voilà, pour tous ces petits qui sont à la crèche au quotidien, ils se souviendront clairement jamais de moi, de nous, hein. Mais on a laissé une empreinte qui est tellement importante. On a construit voilà, le plus, enfin, en tout cas, ce qui pour moi est le plus important, hein, il y a des pédagogues, etc., qui disent que tout se joue avant 6 ans et qu'ensuite tout se rejoue. Donc quand on se dit tous jouent avant 6 ans et que pendant 3 ans on les accueille en crèche, on se dit on a déjà la moitié où on va interférer dessus, donc c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui c'est de me dire je vais pouvoir accompagner et peut-être transmettre quelque chose qui va donner une base solide à ces enfants pour pouvoir se développer et se construire vers un adulte sain et serein. Est-ce que cette responsabilité, parce que finalement c'est une responsabilité, vous en aviez conscience dès le début? Ou c'est venu en fait au fur et à mesure? Chez vous, ça s'est développé comment? Alors, je pense que j'en avais conscience parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi sur moi, qui j'étais moi, à quel moment, mais l'entrée en formation est venue clairement bouleverser tout ça. La formation, je pense que l'une des premières choses qu'on nous dit en formation, et je sais que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est on n'est pas là par hasard. Et ensuite, c'est tout ce que vous croyez aujourd'hui sur l'éducation, etc. Dans 3 ans, vous verrez que tout sera différent. Vous ne le penserez plus jamais de la même manière. Et en fait, c'est vrai que là-dessus, l'IRTS forme vraiment très bien parce qu'en fait, ils vont vraiment aider à déconstruire. Et c'est vraiment le mot, je trouve, le plus adapté à déconstruire toute une réflexion qu'on peut avoir auprès de l'enfant pour reconstruire un positionnement professionnel et qui devient aussi par défaut personnel. Des exemples les plus marquants pour vous en tout cas? L'impact qu'un adulte a dans la sécurité affective d'un enfant. Ça, je pense que je mesurais pas à quel point un adulte pouvait construire une sécurité affective chez l'enfant et à quel point, si ça ne l'était pas construit, ça pouvait créer des désordres ou des difficultés pour que l'enfant puisse se développer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté pour moi vraiment une découverte, quoi qu'il en soit, ou en tout cas où je me suis dit, mais oui, quelle importance on a, quelle responsabilité. Ça faisait partie des choses. Par exemple, comment, moi chez moi ça parle beaucoup, les émotions. Qu'est-ce qu'on fait des émotions de quelqu'un, tout simplement, pas forcément d'un enfant. Qu'est-ce qu'on fait des émotions de l'enfant, mais de quelqu'un en général? À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? C'est vrai que moi, dans mon histoire familiale, les émotions, c'est là, mais on s'en fout un petit peu, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va forcément prendre en compte, ou en tout cas pas plus que ça. Et ça, pour moi, ça a été une découverte. Qu'est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi elle sert? Et de se dire quel rôle a l'adulte
pour accompagner les émotions d'un enfant, ou même, j'ai envie de dire, les émotions d'un autre adulte. Quoi qu'il en soit, moi qui accompagne des équipes, pour le coup, je n'accompagne pas que les émotions des enfants, mais aussi des adultes. Donc ça a été aussi une vraie révélation pour moi tout le long de ma formation. Mais je reste convaincue que ce qui nous parle le plus en formation, les sujets qui nous interpellent le plus, c'est ce qui vient faire le plus défaut chez nous. Par exemple, moi, ce qui m'a aussi beaucoup questionnée et pendant très longtemps, c'est comment on posait un cadre et des limites auprès de l'enfant. Parce qu'on est quand même dans une société et encore plus voilà, sur des éducations. Aujourd'hui, ça change, mais avant, on était vraiment sur voilà, un cadre qui pouvait des fois être posé de manière violente. Hein. Aujourd'hui, on le catégorise de violent, peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui était violent avec voilà, des punitions ou des fois des sévices corporels, hein, c'est une réalité. Et du coup, quand on a voilà, connu ça, on se dit mais moi là j'interviens auprès d'enfants, c'est pas pensable de pouvoir intervenir comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Du coup, comment j'interviens auprès d'un enfant de 2 ans qui aujourd'hui a décidé que toutes les règles possibles et inimaginables, il ne les respecterait pas? Qu'est-ce que je fais? Et ça a été aussi une très très grosse question, mais je pense que ça a fait vraiment écho chez moi parce que j'avais, voilà, en général, des questionnements qui se posaient sur les règles et les limites. Voilà, je pense qu'on poserait la question à quelqu'un d'autre. Je pense que peut-être ça ne serait pas du tout les mêmes réponses. Ah oui, c'est sûr. Parce que voilà, le retour, le vécu, chacun vient avec son vécu en formation. Et je pense que les choses ne font pas écho de la même manière en fonction des personnes. En tout cas, moi, qui n'étais pas du tout du coup du milieu social ou de la petite enfance, quoi que ce soit, c'est ça finalement qui m'a, avec le recul, je pense que c'est ça qui est le plus frappant, dans le sens où on a été éduqué avec une certaine manière, et les dernières années, mais c'est en fait l'exact opposé. En fait, on a l'impression qu'en fait, c'était une façon qui était en fait violente quand même assez avec le recul, et maintenant, c'est vachement l'éducation positive, bienveillant. Le mot bienveillance est exactement partout, peu importe l'entreprise d'ailleurs, bienveillance c'est devenu, c'est un monde en fait de bisounours. Et en fait, quand on le vit, notamment au niveau des crèches, on s'aperçoit que non, en fait, le cadre, il doit quand même être posé parce que les enfants ont besoin d'un cadre. Mais du coup, je fais comment avec ce mot bienveillance? Je pose comment un cadre bienveillant? Et ça, c'était en fait un long travail aussi, du coup, pour nous, avec les équipes, etc. C'est pas automatique. Et en fait, il y a une réalité derrière ça, c'est que on n'a pas tous la même formation. Pour arriver en structure d'accueil du jeune enfant, on n'a pas tous 3 ans d'études ou derrière, on a réfléchi, déconstruit, cheminé pour arriver à un positionnement professionnel. Parce que fondamentalement, c'est ce qu'amène cette formation d'éducateur. On réfléchit, on déconstruit, on se remet en question, on chemine pour arriver à un positionnement professionnel pour chaque éducateur qui sera forcément différent des uns et des autres, mais voilà, il reste une ligne directrice pour tout le monde. Aujourd'hui, les professionnels qui vont travailler sont des CAP des personnes qui ont des CAP accompagnement éducatif de la petite enfance, vont être aussi des auxiliaires de puériculture qui sont des formations beaucoup plus courtes et qui n'ont pas les mêmes apports en réflexion. Donc, des fois, ces choses-là ont été vues ou très peu vues en formation et peut-être pas mis en pratique non plus. Et du coup, quand ces professionnels, elles arrivent sur le terrain, c'est aussi le rôle de la direction et aussi des différents intervenants de pouvoir en fait accompagner dans ce sens-là parce qu'on se rend bien compte que finalement, on pose des limites comme on nous en a posé. C'est ça la réalité, c'est que souvent quand on n'a pas construit ou déconstruit quelque chose, on va poser des limites comme on nous les a posées à nous parce que face à un enfant, je reste persuadée que la réponse qu'on donne, si on n'y a pas réfléchi, c'est la réponse qu'on nous a donnée à nous en tant qu'enfant. On reproduit en fait. Exactement. Donc ça demande derrière un gros travail d'accompagnement, de déconstruction en fait finalement de faire avec les équipes ce que nous on a fait en formation. Nous on arrive en sortant de formation en ayant déconstruit des choses
pour accompagner les équipes à déconstruire des choses. Mais ce qui des fois crée aussi des difficultés parce qu'on n'a pas le même temps, on n'a pas la même disposition que quand on est en formation. De pouvoir déconstruire ces choses-là, ça met beaucoup plus de temps. Voilà, avec une réunion tous les mois, on n'avance pas du tout de la même manière, avec 3 ans de formation continue. Donc ça aussi, c'est une vraie réalité qui se pose au quotidien. Et souvent, je trouve que les professionnels sont en difficulté face à ça, parce qu'elles sont démunies. En fait, c'est ça qui est assez drôle à voir souvent, c'est que face à un enfant, on se retrouve démunis, parce que on entend justement ces mots, il faut répondre de manière bienveillante, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bien grand mot qui finalement, on met un petit peu tout dedans sans vraiment trop savoir comment agir. Et pour le coup, il y a une vraie réalité, effectivement, la bienveillance passe aussi par la pose d'un cadre sécurisant. Et ça, c'est non négociable, on va dire, pour un enfant, qui du coup va venir chercher, et surtout à certains stades de son développement, ce cadre sécurisant pour se dire « l'adulte que j'ai en face de moi est fiable ». La réponse qu'il me donne est fiable et en plus est toujours la même en fonction de la situation. Je peux lui faire confiance, je peux mettre ma sécurité entre les mains de cet adulte. Et du coup, d'où l'importance de pouvoir au quotidien accompagner les équipes là-dessus, même s'il y a une réalité, c'est pas toujours évident. Et là, on en revient, moi je trouve, au fait que ce soit un vrai métier. En fait, des fois, les parents, ils minimisent un peu. Souvent, ils les déposent, c'est amusez-vous bien. On voit ça un peu comme si vous alliez en fait passer la journée à vous amuser en fait avec les enfants et qu'il n'y a rien en fait. Et cette notion de cadre, souvent, les parents, de ce que moi j'entends du coup quand vous me donnez... on fait des débriefs ou des réunions, c'est que eux-mêmes en fait à la maison, il n'y a pas de cadre en fait qui est posé puisque on est dans une époque de l'enfant roi et que du coup vous, l'enfant il a du mal aussi il comprend pas en fait à la maison j'ai le droit de tout faire et avec j'ai pas de frustration du coup et ici en communauté avec d'autres enfants et des adultes c'est pas du tout la même façon donc c'est vrai que les parents aujourd'hui, c'est pas évident pour eux, parce que déjà ils sont pris entre 2 types d'éducation. Forcément celle que eux ont connue pour la majeure partie, et puis celle qu'on entend être entre guillemets la bonne. Et aujourd'hui en fait on trouve de tout et de son contraire sur Internet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, l'État s'est aussi questionné sur toutes ces choses et que maintenant prend naissance sur les derniers décrets de loi des maisons, des 1000 premiers jours pour accueillir du coup les parents sur les premiers instants de la vie de leur enfant. Parce que être parent, c'est pas inné et j'en suis convaincue et je me dis toujours, moi qui suis professionnelle mais pas parent, si un jour je le suis, je pense que je vais bien découvrir ce qui se joue derrière. Donc c'est vraiment pas évident d'être pris entre l'éducation qu'on a eue, celle qu'on prône aujourd'hui. Entre-temps, il y a l'affectivité qui entre en jeu et je pense une certaine conviction intérieure de se dire mais j'ai pas envie d'agir comme ça auprès de mon enfant. Mais en même temps, c'est la seule chose que je connais parce qu'on me l'a appris. Je sais pas du tout comment on va vers cette nouvelle éducation qui est très peu connue, très peu partagée, si ce n'est par des lectures, des podcasts, etc. Et à la fois, il n'y a pas de recette magique non plus pour arriver à cette nouvelle éducation en fait. On la prône mais en soi il n'y a pas une recette qui fonctionne auprès d'un enfant qu'on va pouvoir reproduire à l'identique en se disant super je fais ça, ça marche. Pas du tout, donc ça demande aux parents derrière de se dire je dois m'adapter sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Je trouve que c'est vraiment pas évident et effectivement on rencontre souvent ces parents qui du coup sont en difficulté face au cadre et aux limites, mais comme les professionnels qui accompagnent dans la petite enfance. Et en fait, je pense qu'il y a un espèce d'entre-deux peut-être. Peut-être que dans quelques années, la question ne se posera plus parce qu'on aura évolué, etc. Mais en ce moment, en tout cas, je pense qu'on vit cet entre-deux d'éducation avant, j'espère, d'arriver vers quelque chose qui sera assez naturel pour tout le monde, d'être dans la bienveillance, mais de savoir le mettre en place parce que... j'espère que notre génération aura réussi, en tout cas en partie, à transmettre cette nouvelle éducation. Et c'est vrai que les parents, je pense, ne se rendent pas compte de la réalité de notre quotidien, même si
Je sais que nous, suite au Covid, les parents ne rentraient que très peu dans la structure, mais c'est vrai qu'après, une fois que le Covid est passé, on a souhaité vraiment par différentes manières à nouveau réinvestir le parent dans la structure parce que c'est, je pense, très important qu'ils aient la même place que leur enfant parce que c'est leur enfant justement qu'on accueille au quotidien. Et je pense que ça a permis aussi pour beaucoup, lors de temps d'activité, etc., de se rendre compte de ce qu'était notre réalité en se disant mais ah oui, en fait, vous faites tout ça en même temps. Mais je sais pas comment vous faites. J'ai combien de parents, suite à ces moments-là, nous ont verbalisé ça en nous disant mais je me rendais pas compte. Mais effectivement, si le parent reste à la porte d'une structure et n'y rentre jamais, comment il peut se rendre compte de ce qui s'y passe? Comment il peut se rendre compte de ce qu'est une forme de réalité du quotidien de leur enfant? Alors, on vit des moments magiques et ça, c'est le plus beau de notre métier. On a des moments précieux avec ces enfants, mais on a aussi des moments difficiles parce que ces enfants viennent avec leurs émotions, viennent avec leurs difficultés, viennent avec leur personnalité, leur histoire personnelle, et se multiplier par le nombre d'enfants qu'on accueille. Et face à ça, on n'est pas une professionnelle pour un enfant. En tout cas, dans nos structures à nous, on est une professionnelle pour 6 enfants. Parce que la loi impose en taux d'encadrement, en tout cas en accueil en multi-âge. Donc 1 pour 6, il y a des moments, 2 pour 11, hein, du coup, il y a des moments, c'est pas facile hein, quand ils sont malades, qu'ils ont besoin d'être plus rassurés qu'un autre jour parce que on ne sait pas toujours ce qui se passe à la maison, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé, mais nous, en tout cas, on reçoit aussi ces choses-là. De se dire, on est 2 pour 11, ah ouais, il y a des jours où on rigole pas. Vraiment, on rigole pas. Accueillir les émotions des enfants, c'est quelque chose. Pouvoir, en tout cas, être présent aussi dans une forme d'individualité, ce qui, moi, me semble être primordial à cet âge-là. Ça demande de l'énergie, de la réflexion, de l'organisation. Et s'ajoute à ça toutes les tâches du quotidien. Changer des couches, quand on change 11 couches, ça ne prend pas le temps de changer une couche, c'est une réalité. Donc ces tâches du quotidien, les repas, le temps de sommeil qui est du coup adapté à chaque enfant. Donc un coucher, un lever, un endormissement. Pour les enfants pour qui ça se passe mieux, tant mieux, ils arrivent très vite à s'endormir. Donc c'est assez court, mais il y a des enfants qui ont besoin d'être rassurés pour s'endormir. C'est pas un moment qui est sécure pour eux. C'est nécessaire que l'adulte prenne le temps, mais du coup ça sous-entend que l'autre collègue elle est toute seule aussi avec le reste des enfants, avec le reste du groupe d'enfants. Donc non, c'est pas toujours de l'amusement, ça c'est sûr, et je pense qu'on se rend pas toujours compte de la charge mentale et de la responsabilité que c'est derrière. Ça demande quoi aux professionnels par rapport à tout ça, de cette charge mentale finalement qu'elles ont en permanence? Ça demande quoi à la professionnelle qui s'occupe des enfants? En premier lieu, de l'adaptabilité, vraiment, parce que chaque jour est différent. L'enfant ne vient pas disposer de la même manière tous les jours. Et du coup, ça demande tous les jours de réinventer son quotidien. Au même titre que quelque chose qui fonctionne un jour ne fonctionne pas le lendemain. Donc, à nouveau, réadapter son quotidien, puis réadapter l'organisation en fonction de la tranche d'âge qu'on accueille, en fonction des enfants qu'on accueille, parce que là, c'est aussi différent en fonction des enfants accueillis. Une année, on va pouvoir fonctionner d'une telle manière, et l'année d'après, pas du tout, parce que la tranche d'âge aura changé, les enfants auront changé, et que cette organisation ne convient pas du tout à ces enfants-là. Donc ça demande, je trouve, en premier lieu, une énorme adaptabilité. Et permanente en plus. C'est pas juste à un instant T, on s'adapte un petit peu et puis ça roule, on garde un quotidien. C'est une adaptabilité permanente. Parce que je pense que si on n'est pas adaptable, du coup on risque d'être rigide. Et je pense que la rigidité, c'est pas ce qui convient à un enfant. Je pense qu'ils nous le font bien voir au quotidien, que la rigidité... Alors, il y a des choses qui sont importantes, hein, des rituels, etc., qu'il y ait une répétition de choses. Ça, c'est certain que c'est important. Mais dans ces rituels-là, dans ce déroulement de journée qui permet à l'enfant de se repérer, ça demande de l'adaptabilité. Et de pouvoir aussi transmettre aussi parfois des rituels d'endormissement,
Souvent, je le dis, et je trouve que l'endormissement, c'est vraiment un exemple qui est assez important parce qu'en général, c'est là où il y a le plus d'anxiété pour les enfants, surtout voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, où du coup, il va falloir recréer des rituels dans une nouvelle structure, alors que des fois, voilà, l'endormissement se passait très très bien à la maison. Et du coup, ça vient un peu bouleverser tout le quotidien de l'enfant parce que s'il dort pas, il est fatigué. Donc s'il est fatigué, c'est pas facile pour lui de pouvoir, vivre sa journée. Hein. Je pense que quand nous, on est fatigué, on a du mal à vivre notre journée. Donc mettons ça à l'échelle d'un enfant de moins de 3 ans. Donc voilà, ça demande vraiment de pouvoir à chaque fois se réadapter, proposer autre chose, de pouvoir passer par des étapes aussi. Hein. Où voilà, quand on accueille des enfants, de se dire l'endormissement au début, on n'a pas eu le choix, c'est passé que par les bras ou passer que par l'écharpe de portage. Et après, des fois des semaines, des mois, on arrive l'endormissement se fait en écharpe et puis on arrive enfin à enlever l'écharpe et à poser l'enfant dans le lit. Mais en attendant, ça veut dire que l'enfant, il est en individualité avec l'adulte et les autres enfants sont aussi là. Et ça, c'est vraiment important. Et si on n'est pas adaptable, pour moi, ça me semble vraiment compliqué. Et je pense, pour moi, en premier lieu, la qualité, en tout cas, que je trouve vraiment importante et qui n'est pas facile à avoir. C'est pas toujours évident d'être adaptable. Là, on a parlé juste avant du coup des enfants qui, eux, viennent avec leurs émotions, leur personnalité, leur histoire de vie, etc. Mais en fait, les professionnels aussi. Tout le monde, en fait, arrive avec ce qui se passe dans sa vie privée. Il y a des matins, et on l'est tous, hein, où on a moins envie que d'autres jours. Enfin, sauf que c'est moins grave quand on vend du parfum, j'en ai aussi vendu, donc voilà, ou quand on travaille dans un bureau, que quand là, du coup, je suis face à, et peu importe, là, j'appelle tous les vulnérables, entre guillemets, des patients, des malades à l'hôpital, des personnes à l'EHPAD, là, des jeunes enfants, des personnes en demande d'asile, des handicapés, enfin, peu importe le public, quand moi, en face, je dois être le cadre rassurant, mais qu'au moment-là, je ne suis pas, en fait, en sécurité vis-à-vis de ce que je vis dans mes émotions, c'est là qu'en fait, les complications, elles arrivent pour moi, à mon sens. Et surtout qu'on n'est pas tous ouverts en arrivant dans ces structures à l'acceptation d'une émotion, à savoir ce que c'est, etc. Encore une fois, je le dis, nous, on a eu des années pour déconstruire. Alors moi, ça me parlait particulièrement. Donc, en plus de ça, j'ai particulièrement réfléchi là-dessus. J'ai fait mon mémoire sur, sur comment on manifeste une émotion, sociétalement parlant, comment on l'intègre aussi, sociétalement parlant. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a parlé. Mais peut-être que d'autres, ça n'a pas parlé. Et pourtant, à un moment, on s'y retrouve confronté. Et en fait, ça, c'est une vraie réalité. C'est de se dire, mais comment on accompagne les émotions de quelqu'un d'autre quand, à la base, vivre les nôtres, c'est déjà compliqué. Et ça, c'est un gros travail derrière d'accompagnement d'une équipe. Parce que, pour moi, vraiment, une directrice qui passe à côté de ça, ça paraît très compliqué de pouvoir ensuite dire l'enfant est dans un cadre bienveillant et dans un cadre épanouissant. Parce qu'à un moment, forcément, les professionnels elles, vont stopper les émotions des enfants. Et on sait aujourd'hui que c'est pas super de stopper les émotions. Donc, il y a quand même pas mal de recherches. On a vachement avancé là-dessus sur les neurosciences, etc. Donc, oui, aujourd'hui, ça me paraît être un travail primordial avec toutes les professionnels qui vont à un moment travailler auprès des jeunes enfants, de se dire, ok, mon émotion, j'en fais quoi ? Ok, moi j'arrive ce matin, je suis pas en forme, c'est ok, ça arrive à tout le monde, mais je fais quoi de ça? Comment j'accompagne ça? Et c'est vrai que moi j'avais une grande vigilance à ça avec certaines professionnelles parce que voilà, régulièrement quand je vois que ça va pas, je prends toujours 5 minutes en disant viens, on en parle, parce que je reste convaincue que le fait de le verbaliser, ça permet déjà d'évacuer certaines choses. Et pour pouvoir me dire, à un moment, ça ne va pas être répercuté, entre guillemets, hein, sur les enfants. Parce qu'en même temps, eux, ils n'ont rien demandé, ils sont là, ils sont accueillis, ils n'ont pas, entre guillemets, à subir nos vies, nos émotions, et en même temps, c'est là. Donc, comment on accompagne ça? Et je pense que d'autant plus,
le rôle d'avoir quelqu'un qui a une visée thérapeutique dans nos équipes, psychologue ou autre, me semble aussi primordial parce qu'on n'a pas tous le même champ de compétences. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études dans ces choses-là, donc j'atteins aussi à un moment mes limites sur certaines choses et je pense que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui intervient et moi j'ai la chance, en tout cas dans mes structures, d'avoir aussi ça et franchement c'est une grande aide et aujourd'hui, dans tous les cas, je pense que l'État l'a compris d'une certaine manière en demandant des groupes d'analyse de pratique obligatoires. Après, le nombre d'heures est à dispatcher en fonction des structures, mais par exemple, sur une microcrèche, on est sur 2 heures par trimestre. Ça paraît peu, mais c'est déjà un sacré combat de gagner, parce que pour moi, c'est primordial à un moment de pouvoir se retrouver face à quelqu'un qui est en capacité de nous renvoyer vos pratiques, ça se passe comment ? On les analyse, pourquoi on réagit comme ça, quelles sont les clés, vers quoi on peut avancer. Parce que, encore une fois, je pense qu'à un moment, quand on est en direction de structure, on peut faire ce genre de choses, mais le fait d'avoir aussi la tête dans le guidon et le fait d'être tout le temps au quotidien, je pense qu'il y a des choses qu'on ne voit plus non plus. Et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui puisse venir voir tout ça, je pense que c'est hyper important et nécessaire en plus. Et puis, quelque part, vous faites partie de votre propre système. Donc, c'est difficile de voir ce qui se passe dans notre propre système. Donc, d'avoir une personne qui soit neutre à tout ça et d'externe, on va dire, ça permet aussi d'avoir une autre vue sur des facettes, en fait, différentes, je trouve. Oui, complètement. En fait, on va peut-être pas percevoir aussi les mêmes choses. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et aussi d'avoir à un moment quelqu'un qui nous dit mais là, ça va pas du tout, en fait. Ça, c'est juste pas possible pour telle et telle raison, alors qu'il n'y avait pas mauvaise volonté derrière de faire quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais effectivement, à force d'être dans un système, on a moins de vigilance, on a forcément moins de remise en question, même si on est quelqu'un qui se remet hyper en question et qui est hyper vigilant. C'est aussi une réalité. Et c'est pour ça, moi, je trouve très important d'accueillir aussi des stagiaires éducatrices de jeunes enfants qui en plus sont là pour observer et qui vont forcément faire remonter des choses parce qu'elles sont là pour étudier, donc elles ont aussi un cadre théorique égal à ce qu'elles peuvent rencontrer en formation. Et ça, moi, je trouve ça très important d'avoir des structures qui accueillent des stagiaires parce que les stagiaires font remonter des choses et si on y est sensible à leur remonter, on peut se rendre compte de choses dans nos structures et améliorer nos pratiques. Et ça, je trouve vraiment hyper important. Donc ça peut être aussi une aide, en tout cas au quotidien. En tout cas, vous, en tant que directrice, qui avez une approche aussi, voilà, vous vous remettez souvent en question, enfin, vous êtes très ouverte sur cette partie-là. Il y a une grosse partie du coup de votre temps de travail que vous avez décidé, parce que finalement, ça a été un choix que vous avez fait de votre côté, à écouter en fait vos équipes, à sentir dès qu'il y a quelque chose du coup qui allait pas bien. Alors, c'est pas du temps productif, entre guillemets, mais pour vous, ça a autant d'importance en fait que le reste. C'est parti d'où en fait? Comment vous avez mis ça en place? Enfin... En fait, c'est vrai que quand j'ai pris mon poste, je me suis vite rendu compte que les professionnels étaient en difficulté sur la gestion des émotions. Je pense de base par un manque de connaissances, du développement de l'enfant déjà tout simplement, parce qu'il y a déjà des phases. Quand on sait qu'un enfant, à cet âge-là, il passe par cette phase-là et qu'on l'a imprégné, déjà on va prendre les choses avec beaucoup plus de recul. En se disant, ok, là il se passe cette chose-là pour cet enfant, ça ne m'atteint pas. Parce que souvent c'est ça aussi, les professionnels ont un sentiment de défiance, des fois par rapport à l'enfant, mais comme tout adulte, comme tout parent, on rencontre dans les familles, non mais là il le fait exprès. Alors que non, il n'est pas en train de le faire exprès. En fait, à un moment, son cerveau ne lui permet pas du tout, là, à cet instant T, de gérer ce qui est en train de se passer. Donc ça se manifeste de cette manière-là. Puis là, il a peut-être aussi besoin de savoir si l'adulte en face, il est fiable. Donc il va tester. Et en fait, il va attendre une réponse qui va pouvoir le sécuriser. Mais quand on sait ces choses-là, quand on regarde l'enfant et qu'il se passe ce qui se passe, on va pouvoir prendre un peu de recul et se dire c'est pas contre moi. Mais quand on manque de formation, quand on ne sait pas ce qui se passe pour l'enfant, on se dit mais là il est en train de me chercher en fait.
Là, il est en train de me chercher, alors que pas du tout. Et ça, c'est des choses que j'ai pu régulièrement, en tout cas, observer ou rencontrer. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose vraiment d'important à faire. Et pour moi, tout se joue là. Parce qu'en fait, quand on comprend ce qui se passe pour un enfant, en fait, on réagit plus du tout de la même manière, même quand on est excédé, même quand il y a des journées difficiles et qu'on a moins de patience, on arrive à un moment toujours se redire, oui, mais bon, là, en même temps, il se passe ça pour lui, je passe à côté, je passe outre, c'est moi l'adulte ici. Et en fait, ça a été de se dire, c'est qui les adultes ici? Qui c'est qui est censé savoir gérer ses émotions? Qui c'est qui a le cerveau adéquat pour pouvoir accompagner et de dire, ok, là j'observe que ça manque de connaissances. Et c'était ok, je m'en doutais forcément, mais de l'observer à plusieurs reprises, je me suis dit, mais il est évident que là, il y a un travail à faire, et pour moi qui était primordial. Parce que vraiment, alors ça reste ma conviction personnelle, peut-être que d'autres ne la partagent pas, mais pour moi, quand on ne sait pas verbaliser ses émotions, comment on peut verbaliser un enfant? Là, tu te sens peut-être triste, en colère, c'est impossible si déjà on est incapable d'identifier ce qu'on vit. Donc, comment on les accompagne? Et en fait, oui, je me suis dit, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et du coup, j'ai décidé effectivement de prendre du temps pour ces moments-là, pour avoir du temps individuel avec les professionnels, pour apprendre à les connaître, pour aussi à un moment cerner quand ça va moins. Et aujourd'hui, je pense que mes équipes, elles me connaissent autant que je les connais chacune. En fait, elles sont autant aujourd'hui, avec maintenant quelques années d'accompagnement, en capacité de dire « Ah, Alicia, ce matin, c'est pas un bon jour pour elle ». Et elles sont en capacité de le verbaliser et aussi de venir me dire qu'est-ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que chacun va raconter sa vie et va déballer ce qui se passe. Peut-être d'autres vont le faire, mais ce n'est pas vraiment ça la réalité. Et là, je trouve que ça va avec ce qui va toujours avec bienveillance en ce moment partout, c'est authenticité. Ah oui, mais être authentique, du coup, mais en entreprise, c'est pas possible, je vais pas raconter ma vie à tout le monde. Non, mais être authentique, c'est pas vraiment ça non plus. Vous voyez, et c'est exactement ce que vous dites. On n'est pas obligé de raconter nos vies, en fait. C'est juste qu'on parle là de ce qui est en train de se passer pour nous. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est exactement ça. En fait, ça n'amène pas à un moment de confession hyper incroyable. Alors oui, ça peut arriver, mais c'est pas ça la majeure partie du temps. C'est surtout des personnes qui vont pouvoir dire effectivement, là ce matin, c'est un peu difficile pour moi. Et j'ai pu constater qu'à chaque fois que c'est dit, à chaque fois que ça a pu être mis en mots, en fait, la personne, elle ressort soit du bureau, soit de l'instant, beaucoup plus libérée en fait. Libérée et en capacité d'affronter sa journée. Et vice-versa en fait. Du coup, elles savent aussi me dire, mais là, Alicia, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, là, effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour moi, j'ai des soucis. Et en fait, ne serait-ce que tout le monde est au courant, sans avoir déballé sa vie, on part sur une autre base. Chacun va faire aussi beaucoup plus attention à l'autre. Et ça, c'est une des valeurs, en tout cas, que moi, j'ai voulu transmettre et que je veux encore transmettre, c'est on fait attention aux autres. On n'est pas tout seul, on est une équipe. Et pour prendre soin des enfants, avant, il faut prendre soin de nous, en fait. Chacun doit prendre aussi, entre guillemets, soin de l'autre, en respectant, parce que c'est ça que moi, je mets derrière soin de l'autre, en respectant chacun comme il est, en fait. Avec sa personnalité, avec ses émotions, avec son vécu. Et on n'est pas tous les mêmes, et c'est pas évident de faire ça au quotidien, mais à force de s'y efforcer, je peux dire en tout cas aujourd'hui que c'est quelque chose qui a fonctionné au sein de mes équipes. Et ça, c'est une belle victoire pour moi. Et franchement, s'il y avait quelque chose que je pourrais donner, avoir envie de donner et de transmettre, c'est ça, de dire il faut accompagner nos équipes. Avant tout, il faut accompagner nos équipes parce que moi, je reste convaincue que le bien-être de l'enfant passe d'abord par le bien-être de l'équipe. Et ça paraît une évidence. Ça paraît une évidence. Le bien-être de l'équipe, c'est la priorité. Si une équipe se sent bien, les enfants se sentent bien. Et ça se remarque très vite, de toute façon, quand une équipe ne se sent pas bien, les enfants, ils ont tendance à beaucoup plus pleurer. Et c'est vrai que moi, je peux dire, le constat dans mes structures, c'est que ça pleure très très peu. Ça pleure vraiment très très peu. Et ça, c'est une vraie réalité. Et pour moi, tout se joue là, en fait. Quand je sens qu'il y a des journées plus difficiles que d'autres, je sais vers qui me retourner en me disant, ça va. Avant d'aller vers l'enfant, je vais vers mes professionnels en disant, là, ça va pas.
Parce qu'en fait, ben, c'est des éponges, les enfants, et c'est pas, voilà, ça, on le sait maintenant, hein. Et du coup, ben, faut savoir accompagner l'adulte pour que l'adulte puisse accompagner l'enfant. Et puis, vous êtes le miroir, enfin, les enfants sont vos miroirs, vous êtes le miroir des enfants, enfin, ça va dans les deux sens en fait. Et après, là encore, ça n'a pas été facile. En fait, vraiment, le message que moi je voudrais faire passer aussi, c'est que derrière, en fait, c'est pas un chemin où on se balade là, comme chic dans les prés. Ça ne ressemble pas du tout à ça, en fait, dans la réalité. Pour moi aussi, le vivre, alors moi je le vis une fois par mois, je le vis pas au quotidien, mais ça a été des périodes, en tout cas au début, parce que maintenant ça va beaucoup mieux, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, mais au début c'était costaud. Les personnes, elles pouvaient être fermées à recevoir du coup ce que j'avais à dire. Ça allait chercher loin, en tout cas dans leur système éducatif, etc. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début, du coup, que vous êtes dans des structures, qu'il y a l'accompagnement qui est mis en plus, il y a aussi des personnes qui ont décidé de partir. Parce que, ben, elles se rendaient compte que de un, soit le milieu n'était pas fait pour elles, ou soit qu'elles n'étaient pas en capacité, bah, de recevoir, en fait, ces informations-là. Ça a été une réalité aussi. Ça fait du tri, en fait, aussi dans ces équipes. Ah ben, c'est sûr que dit comme ça, on dirait que c'est simple, mais enfin, je suis quand même passée par des montagnes émotionnelles assez intenses quand même, faut le dire. Effectivement, hein, c'est pas un chemin commun de pouvoir se dire, je mets un espace de parole à disposition, servez-vous-en. Moi, ça a été une des choses qui m'a le plus étonnée au début. Je comprenais pas pourquoi les autres professionnels ne se saisissaient pas toujours de ces temps de parole à disposition, parce que moi, je me disais, mais c'est super, je leur propose de parler, pourquoi elles ne veulent pas parler? Et en fait, jusqu'au jour où une des professionnelles a réussi à me dire, mais en fait, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu ça. On m'a jamais permis de m'exprimer. Jusque-là, toutes les hiérarchies que j'avais eues, c'était ben fais et tais-toi. Et elle dit du coup, là, ça vient à l'encontre de tout ce que j'ai connu. Donc c'est difficile pour moi. Et moi aussi, je me suis mangé cette réalité-là dans la figure parce que pour moi, c'était évident que c'était facile pour les autres de leur laisser un espace de parole. Et en fait, pas du tout. Et effectivement, j'ai été confrontée à beaucoup de réticence en fait, hein, et aussi peut-être, je pense, parfois à un manque de confiance entre est-ce qu'elle dit vraiment la vérité? Est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Est-ce que c'est pas juste illusoire ce qu'elle est en train de nous proposer? Et je pense qu'il a fallu vraiment de longs moments où justement là tout le mot authenticité prend tout son sens, parce que en fait si on n'est pas authentique, bah oui, à un moment en fait tout ça se casse la figure. Mais si on est vraiment authentique, l'intérêt derrière est vraiment pour les équipes. À un moment elles comprennent que ok, c'est pas de la rigolade, elle n'est pas en train de nous berner de quelque chose, c'est sincère et du coup je peux m'en saisir. Et avant d'en arriver à ça, il se passe de très 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 longs mois. Et en fait, je me dis c'est assez drôle parce que finalement on réagit un petit peu comme les enfants qui viennent tester les adultes pour savoir si on peut être en sécurité. Les adultes vont tester leur hiérarchie pour savoir si eux aussi ils peuvent être en sécurité. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi une autre réalité derrière, c'est que ça ne peut pas convenir à tout le monde, ce genre de fonctionnement. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai aussi appris à mes dépens, pour le coup. Parce que bon, je pense que j'ai un petit peu un côté aussi idéaliste, je sais pas si c'est pas vraiment ça le mot, mais un peu d'un monde de bisounours aussi, hein, dans qui je suis, en me disant mais c'est super, je leur propose ça, ça va être génial, et puis en fait pas du tout. Du coup, ça a été aussi de se dire ah ouais, au fait ça marche pas du tout. Comment je vais pouvoir moi me réadapter pour leur montrer que ce que je leur propose c'est une bonne chose, et finalement de me dire ok, ça ne peut pas convenir à certaines personnes et ça ne dépend pas de moi, c'est pas grave, chacun fait ses choix. Encore une fois, je prends soin de l'autre et je respecte qu'à un moment, cette personne, elle ne veut pas rentrer dans ce fonctionnement-là et elle en a tout à fait le droit. Et ça, c'est vrai que j'ai appris un petit peu aussi à mes dépens, du coup, de ce genre de situation. Mais ça a été hyper constructif pour moi, pour le coup. En tant que directrice, manager,
Je pense que c'est vraiment important de pouvoir laisser ces espaces de parole, de pouvoir travailler en collaboration en fait. Oui, je suis la directrice, oui, je suis celle qui maintient le cadre, oui, je suis celle qui est en responsabilité de beaucoup de choses, mais en fait, sans elle, au quotidien, je suis rien du tout en fait. Mais rien du tout. Parce que c'est elles qui sont... Alors, bon, moi aussi, hein, je suis très souvent avec les enfants, mais avant tout, c'est elles qui sont avec les enfants. Et je pense vraiment qu'il faut respecter ça. Et je pense que des fois, peut-être, on oublie de respecter ça. Que c'est elles au quotidien qui font le plus gros du travail émotionnel de l'enfant, d'accompagnement, de sécurité. Et nous, on est des outils pour pouvoir accompagner au quotidien. On est vraiment des outils parce qu'on a été formés. Et si ça ne passe pas par une authenticité et par aussi une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, voilà, c'est un mot que j'avais appris à l'école à l'époque. Du coup, notre responsable disait, si on n'est pas congruent, elle utilisait ce mot de la congruence, qu'on ne croit pas, on fait des choses et on n'y croit pas, ça ne peut pas fonctionner. Je pense profondément que ça a du sens encore plus quand on accompagne une équipe. Si on n'est pas convaincu de ce qu'on met en place, de pourquoi on le met en place, on peut s'évertuer à le faire pendant des jours, des mois et des années, hein, il ne se passera jamais rien. Et moi, je reste convaincue qu'il faut prendre soin des équipes et que c'est elle la priorité en fait, avant tout. Alors des fois, c'est épuisant, c'est une réalité. Hein. C'est épuisant aussi parce que bon, là, du coup, il y a aussi une autre partie, c'est que quand on est en équipe, par définition, et ça c'est normal, il va y avoir des conflits dans l'équipe parce que on est dans l'humain. Donc l'humain, voilà, quand il va y avoir des différences, ça va opposer les gens, ça va les diviser. Et ça, c'était quand même aussi, ça a fait partie de beaucoup aussi de vos heures pour détricoter tout ça, pour faire le tri là-dedans et pour à chaque fois reposer le cadre. De là, ok, on n'est pas dans une cour d'école en fait, et vous devez vous occuper d'enfants. C'est ça en fait votre job. Complètement. Le cadre, il est venu me chercher à tous les niveaux dans ma vie, hein. Que ce soit auprès de l'enfant dans la formation, que ce soit du coup après dans le management, parce que c'est vrai que j'avais un peu cette vision, un peu peut-être aussi encore une fois idéaliste et bisounours, de se dire mais si on est bienveillant avec les gens, c'est des adultes, oh ça va très bien se passer. Bon pas vraiment. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et j'ai appris, vraiment pour le coup je peux le dire, hein, au contact de mon équipe, hein, à poser aussi parfois un cadre beaucoup plus dur que ce que j'aurais voulu en fait, plus dur que ce que j'aurais imaginé poser et qui a été nécessaire pour la construction de leur identité professionnelle et pour la construction de mon identité professionnelle. Et c'est vrai que oui, il y a aussi des réalités, on reste dans un monde humain, donc les conflits, ça fait partie du quotidien. Et c'est aussi de pouvoir se dire, ok, les conflits c'est ok, on en parle, ce qui n'est encore une fois pas une évidence pour tout le monde, hein, parce qu'en fait on se rend compte que parler c'est compliqué. La communication c'est très 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 compliqué. Mais on l'apprend nulle part. Exactement. C'est ça en fait. Pour moi, c'est une clé c'est une clé essentielle. Ça devrait être obligatoire dans chaque école. C'est vraiment un truc, ça vous sauve la vie, quoi. Vraiment. Mais on nous l'apprend à l'école, pas. Chez nos parents, dans nos familles, non plus. Donc en fait, on ne sait pas. On est des handicapés de la communication, clairement. Et en fait, on se rend compte, et moi je m'en rends compte auprès de vos équipes, des autres structures que je peux accompagner, mais ça sauve en fait des équipes. Vraiment. C'est pas facile, encore une fois. C'est un vrai chemin parce que pour le coup, ça confronte vraiment les choses à des choses auxquelles ils sont pas du tout habitués. Ils savent pas en fait au début. Quand on leur parle, mais c'est quoi là ton ressenti? Non, c'est dans le tutu tout le temps. C'est oui, mais elle m'a fait ça, elle a dit ça. Oui, non, mais toi, là je te parle pas d'elle, c'est toi. Et ça, du coup, c'est un chemin quoi. C'est pas automatique. Ah, vraiment pas. Et même après des mois et des mois et des mois d'essais, des fois on a l'impression de retomber, mais comme au premier jour, en se disant mais c'est pas possible quoi. Après des mois, on avait avancé, on avait réussi à se dire des choses, et là on est mais comme au tout début. Alors ça dure un temps et puis après on voit qu'on a évolué, hein. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment pas naturel chez les gens de communiquer. Et encore plus quand ça vient chercher qui on est, quand ça vient peut-être blesser.
Ah là, on perd tout le monde. Clairement, on perd tout le monde. Et du coup, ça demande encore un travail que je n'avais pas imaginé de faire de médiation. De médiation et qui est, encore une fois, obligatoirement nécessaire. Et de pouvoir reposer un cadre, de se dire, ben ici, on est au travail, en fait. Voilà, vos amitiés, parce que c'est ça aussi la réalité, c'est que sur nos lieux de travail, on crée des amitiés et c'est super. Mais du coup, des fois, ben, l'amitié ramène des conflits dans le lieu de travail. Comment on gère ce genre de choses? Et de pouvoir recadrer. Et à force de recadrer, ben, finalement, le cadre, encore une fois, est sécurisant. Donc, en fait, ben, les personnes finissent par comprendre. Et celles qui n'ont pas envie de rentrer dans le cadre, ben, elles finissent par partir. C'est aussi ça la réalité. Et ce qui peut s'entendre, hein, encore une fois, ben, on respecte que ces personnes-là, elles n'avaient pas du tout envie de rentrer dans un cadre professionnel qui demande de la rigueur, parce qu'on travaille avec des enfants, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas derrière un bureau, et ça demande une certaine rigueur. Et du coup, ben, effectivement, des fois, certaines personnes se rendent compte ben, que finalement, c'est pas fait pour elles. Elles sont pas faites pour ça. C'est pas fait, ouais, c'est pas fait pour eux. Et ça, c'est pas toujours facile quand on essaye de construire des choses avec des équipes et qu'en plein milieu, ben, des personnes s'en vont parce qu'elles se rendent compte que c'est pas fait pour elles ou que c'est plus fait pour elles pour plein de raisons. Et des fois, ça peut aussi être en lien avec le management qui est mis en place. J'en reste convaincue. Aussi bienveillant qu'il soit. Quand on n'a pas été habitué à une bienveillance, à de l'authenticité, ben c'est très dur de se montrer authentique et avec un visage à nu, entre guillemets, devant des gens finalement qui sont dans du cadre professionnel. Et encore une fois, on ne fait pas n'importe quel métier. On travaille avec des enfants. Eux, l'authenticité, les enfants, c'est que ça, l'authenticité. Ils ne sont rien d'autre. C'est à l'état brut. Et ça, du coup, je trouve ça toujours très intéressant de pouvoir observer aussi ces choses-là, à quel point, du coup, ben, les enfants viennent nous chercher dans nos retranchements, dans notre authenticité et dans tous les masques qu'on a pu construire. Exactement. En grandissant. Et devant les enfants, ça n'existe plus, ces choses-là. Et du coup, ça vient vraiment, je pense, mettre à mal parfois certains professionnels qui ont envie de bien faire, mais qui du coup n'ont pas été préparés à ça. Et ils sont dépassés en fait. Et sont clairement dépassés. Et en plus de ça, on se rend bien compte que les conditions de travail sont pas non plus idéalistes et vraiment loin de là. Donc, mis tout ça bout à bout, ben oui, on se retrouve avec ce qui se passe en ce moment, des pénuries de professionnels, parce que plus personne n'est en capacité, n'a envie d'être confronté à ça. Et justement, du coup, on va y arriver. C'est un domaine qui est en crise, mais il est en crise depuis des années, ce milieu de la petite enfance, du soin en général. Hein. Et vous, l'année dernière, alors dans le milieu de la petite enfance, il y a du coup eu un drame qui s'est passé au mois de juin l'année dernière avec une petite fille du coup qui est décédée sur du coup le lieu d'une micro-crèche. Par une professionnelle du coup qui était elle était sous la surveillance d'une professionnelle. Et là, en fait, ça a mis en fait un espèce de tsunami. Ça a ajouté de la crise où il y avait déjà une crise. Et en fait, depuis, il y a énormément de choses du coup qui sont visibles. Les médias, la semaine dernière, où il y a encore 15 jours, se sont encore emparés du coup de cette affaire avec un reportage sur BFM Télé sur la maltraitance du coup en crèche, etc. Alors, moi, je vois toujours le côté, dans une crise, à un moment donné, c'est bien que les choses, elles sortent, parce que ça existe, il ne faut pas non plus le nier. La maltraitance existe à partir du moment où je travaille et j'ai la responsabilité d'autres personnes sous moi, de la maltraitance existe. Donc, voilà, c'est important du coup que, à un moment donné, il y ait des gens qui parlent et qui, voilà. Mais comment concrètement ça se matérialise? Parce qu'on s'en est rendu compte au fur et à mesure de ce que vous avez dit, mais aujourd'hui, les conditions du coup de travail, c'est quoi? Alors, je pense qu'il faut se rendre compte de deux choses. Je pense que ce qui pose aujourd'hui souci, c'est notamment, je dis bien notamment, et je parle avec mes filtres à moi, hein, je préfère le préciser parce que voilà, c'est un sujet qui est sensible et tout le monde n'aura pas la même réponse que moi et ça c'est vraiment, je pense, important de le dire. Je pense que le taux d'encadrement déjà est beaucoup trop élevé. Et je pense que ça a mené petit à petit à l'épuisement des professionnels. Parce qu'en fait, alors le taux d'encadrement aujourd'hui dans la loi est cité
un adulte pour 8 enfants qui marchent, un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas quand ils sont en section d'âge, et un adulte pour 6 enfants quand c'est du multi-âge. Mais un adulte pour 6 enfants, c'est énorme. Admettons que sur ces 6 enfants, il y ait 3 bébés. Comment, avec 2 bras, on répond aux besoins d'un petit bébé, de 3 petits bébés en même temps? Et ça, je pense que c'est une vraie réalité qui a tout doucement mis les professionnels en difficulté. D'avoir été toujours peut-être un peu borderline sur ce taux d'encadrement parce que je pense que on nous dit 1 pour 8, c'est 1 pour 8 en fait. Ça ne sera pas 1 pour 4 pour le plaisir d'être à 1 pour 4. 1 pour 8, c'est 1 pour 8. Donc on a une professionnelle pour 8 enfants. Mais une professionnelle pour 8 enfants qui marchent à peine par exemple et qui viennent à peine d'acquérir la marche, qui gambadent un peu partout et qui ont besoin de cette sécurité affective, c'est trop peu en fait. Et je pense que ça, c'est une des raisons en tout cas qui a tout doucement épuisé les professionnels. Et effectivement, je pense que ce drame, parce que c'est un drame, a libéré la parole. Je pense qu'il faut quand même distinguer ce drame d'une réalité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mauvais qui ressort et moi, j'ai quand même envie de dire qu'il y a aussi beaucoup de bons dans les structures parce qu'on l'oublie un petit peu parfois, mais il y a aussi des très bonnes professionnelles, il y a aussi des très bons lieux d'accueil, mais c'est aussi important de pouvoir soulever ceux qui sont en difficulté pour le coup. Donc je pense qu'il faut pouvoir aussi différencier ce cas-là peut-être d'une généralité. Mais en tout cas, il y a une réalité derrière tout ça, c'est qu'il y a des professionnels en souffrance qu'il faut écouter. Et qui, du coup, ont pu, peut-être à travers ça, et c'est horrible de dire ça, enfin être entendus. Enfin être entendus, et je pense que c'est ce qui se passe depuis maintenant un petit moment, c'est qu'en fait, le couvercle de la marmite a pété, et du coup, il y a tout qui sort. Il y a tout qui sort, le bon comme le mauvais, mais surtout le mauvais. Et en fait, je pense que du coup, on est démunis face à tout ce qui sort là maintenant. Et là, il y a un moment et ça nécessite des prises de décision qui peut-être qu'on ne maîtrise pas par les employeurs, par l'État, de pouvoir mettre des choses en place. Alors, il y a des choses qui bougent, tout doucement, on entend certaines choses, on attend en tout cas certaines annonces, mais il va falloir effectivement prendre en considération tout ce qui ressort là, parce que sinon c'est un métier qui va mourir. Et je trouve ça très triste de laisser mourir la petite enfance. C'est l'avenir de demain en fait. C'est les adultes de demain, c'est la société de demain. Si on n'est pas en capacité de les accompagner maintenant, qu'est-ce qu'il adviendra? Enfin, c'est une vraie question. Et je pense qu'on peut mettre ça dans l'éducatif en général. Ça ne concerne pas que la petite enfance. On pourrait parler aussi, je pense, d'un système scolaire et de toutes ces choses-là. Je pense qu'il y aurait des choses à dire aussi. Je pense que si on ne met pas un peu plus de réflexion et de cohérence et peut-être dans tous ces systèmes-là, pour moi, c'est vraiment un métier qui va mourir parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une vraie pénurie de professionnels. Il y a quelques temps, on ne s'en rendait pas compte, mais effectivement, ça s'est dégradé en très très peu de temps, où il est de plus en plus difficile de trouver des professionnels qui ont envie de faire ce métier-là et pour des fois, pas un salaire non plus mirobolant quand on sait la responsabilité qu'il y a derrière, quand on sait le quotidien qui n'est pas toujours facile, c'est une vraie réalité de se dire aujourd'hui, c'est nécessaire de valoriser ces métiers-là parce qu'on accompagne les adultes de demain. Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de prioritaire en fait. Il faut qu'on investisse là-dessus, parce qu'il y aura un retour sur investissement si on y investit. Si on aide à ce que ces enfants soient accompagnés dans leur construction, il y aura un retour d'investissement vu que ce seront les adultes de demain. S'ils seront sains et sereins et qu'ils auront pu se construire comme il le fallait, en respectant leurs besoins, en respectant leur développement, mais surtout leurs besoins, le retour sur investissement, il se fera dans 20 ans. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment important de pouvoir entendre tout ce qui se dit ces derniers temps
Et voilà, c'est intéressant, hein. Du coup, il y a eu le rapport de l'IFGAS qui est sorti, qui a fait beaucoup de recommandations. Et je trouve que pour l'avoir lu, il était très très juste dans ce qui a pu être dit et sur ce qui est ressorti. Et je trouve ça intéressant, en tout cas, que l'État ait pu mandater d'aller faire cette enquête pour en ressortir quelque chose, en espérant que maintenant ces recommandations soient vues de manière plus proche et soient respectées et entendues. Je pense que c'est l'espoir de tout le monde aujourd'hui, hein, de tous ces professionnels qui travaillent dans la petite enfance, qui ont fait sûrement ça par vocation, par envie, par détermination, en se disant j'ai vraiment envie de faire ce métier-là parce que derrière il y a un enjeu et j'en prends la responsabilité, parce que je reste convaincue qu'il y a une bonne partie des professionnels qui ont conscience. Et justement, parce qu'elles ont conscience, aujourd'hui elles démissionnent de ces travails-là. Parce qu'en fait, elles savent la responsabilité qu'elles ont au quotidien et elles ont plus envie de fermer les yeux sur « mais là, j'arrive pas à m'occuper de ces enfants-là, en fait. Je n'y arrive pas, je ne peux pas. » C'est pas juste une incapacité de personne, c'est que c'est mathématiquement pas possible de pouvoir donner une individualité quand on a 8 enfants juste pour soi. C'est impossible, surtout à cet âge-là. Donc je pense que oui, derrière ça... voilà, ça a soulevé vraiment beaucoup de choses et je pense que c'est nécessaire à ce que ce soit entendu. C'est vraiment nécessaire à ce que ce soit entendu. Et je pense que c'est aussi important, je pense, de parler de ça avec ses équipes. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'être dans le déni de quelque chose, en fait. C'est important de parler avec ses équipes. On le sait, les pleurs d'un bébé, c'est stressant. C'est un fait. Il n'y a pas de honte. Il n'y a rien du tout, en fait, derrière ça. C'est de pouvoir se dire, on en parle, en fait. Oui, c'est stressant. Oui, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? Comment on gère son stress? C'est comme ça pour moi qu'on accompagne une équipe. C'est pas en étant dans le déni, en se disant mais vous devez être des professionnels parfaites. Attention, là vous n'avez pas le droit d'être stressé. Là ça n'a pas le droit de vous saouler. Là vous n'avez pas le droit d'être dépassé. Non, pas du tout. Pas du tout. Des fois, enfin voilà, on peut voir, des fois certains adultes avec un seul enfant sont dépassés. Donc on met ça multiplié par 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a une réalité derrière et je pense que c'est vraiment important d'accompagner et de parler de ça avec ses équipes, de ne pas être dans le déni. Il y a vraiment pas de tabou à avoir et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et de pouvoir aussi peut-être à un moment avec les équipes se dire « Ok, on a vu ces choses-là. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, déjà à notre échelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas reproduire ça? Comment on fait pour ne pas être dans ces cas-là ?» Et ça, je pense que c'est aussi important. On peut prendre ce temps, après avoir vu un reportage comme celui-ci, se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant ?» Voilà, il y a un état des lieux, quel qu'il soit bien, pas bien, peu importe par qui il est apporté. Il y a un état des lieux. Qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, nous, à notre échelle. Dans notre équipe, là, à cet instant T, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. De pouvoir, du coup, re-questionner ces pratiques en disant « Mais est-ce que là, nous aussi, on a manqué de quelque chose ? Est-ce que là, on devrait faire quelque chose en plus ?» Et ça, je trouve que, oui, en fait, voilà, c'est de se dire, ok, j'ai vu, c'est là, mais déjà moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux en faire en fait? Parce qu'il est certain que je ne vais pas pouvoir sortir des lois, je ne peux pas pouvoir les voter toute seule, faire des décrets, inventer des choses. Non, ça, je ne peux pas faire. Mais par contre, à mon échelle, dans ma structure, on peut en parler et on peut essayer, en tout cas, voilà, de pouvoir mettre des choses en place à notre échelle pour que dans notre structure déjà ça fonctionne et que les enfants qui soient accueillis soient bien. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et après, pour même aller plus loin du coup, et ça je trouve ça vraiment merveilleux finalement, c'est que à force que les personnes en fait de plus en plus prennent conscience, qu'elles parlent, qu'elles identifient leurs émotions, etc., ça permet aussi à un moment donné de se questionner, mais aussi sur les pratiques de ses collègues. Et ça a mené sur, en tout cas, une des structures que moi j'accompagne, à la dénonciation, en fait, de collègues de travail. Des collègues de travail ont dénoncé une collègue qui, du coup, portait violence, en fait, physique et psychologique sur des enfants. Et en fait, elles ont osé se questionner et se dire, mais là, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Elles ont osé le dire à la direction et derrière, il y a eu un licenciement avec un signalement à la PMI. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien parce que chacun, en fait, en faisant ça, ce que vous avez dit, ça fait en sorte que chacun, en fait, prenne la pleine responsabilité de ce qu'elles font et de l'impact, en fait, qu'elles ont
dans la vie du coup de l'enfant. C'est hyper important. Enfin, moi, ça, je trouve ça hyper positif. Et moi, je vois pas oh, on l'a licenciée parce qu'elle était violente. Non, moi, je vois, mais on a protégé en fait des enfants. Et en fait, ces personnes-là quittent les structures. Donc, tant mieux. Complètement. Je pense que c'est vraiment important de se dire, on accompagne aussi nos équipes à pas avoir de tabou. Et du coup, quand il n'y a pas de tabou, dire ce genre de choses. Parce que c'est hyper important d'en parler. Et encore une fois, voilà, il y a des professionnels qui ne sont à un moment peut-être plus faits pour ce métier-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas des super professionnels dans un autre métier. Et de se dire, ben là, il faut mettre fin à quelque chose. Et effectivement, moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose de positif derrière ça, de se dire, c'est parlé, c'est dit. Et si c'est dit, c'est protégé. Je suis totalement d'accord avec ça. Oui. Et encore une fois, la base de tout ça, ça reste la communication. Et d'où l'importance, du coup, d'être au clair avec ça. Pour moi, quand on prend un poste à responsabilité, en fait, parce que du coup, on est aussi, je pense, le miroir de son équipe à un moment donné, où l'équipe est le miroir de qui on est. Je ne sais pas dans quel sens on peut le mettre, et peut-être dans les deux sens, je pense. Si on se rend compte de ça et qu'on a conscience de ça, on ne vient pas travailler de la même manière qu'en se disant super, j'ai un poste à responsabilité, je vais pouvoir en faire ce que j'en veux. Non, pas du tout en fait, encore moins d'ailleurs. Plus j'ai de responsabilités et plus j'ai d'impact et plus il y a de conséquences. C'est ça qu'il faut savoir se dire. Enfin, je crois que c'est ma conviction personnelle de me dire, à chaque fois que je gravis un échelon, mon impact il a d'autant plus de retentissement sur ceux qui sont en dessous de moi. Donc d'autant plus, il faut que je fasse attention à comment j'accompagne mon équipe. Qu'est-ce que je veux transmettre à mon équipe ? Exactement. Qu'est-ce que je veux montrer à mon équipe ? Enfin voilà, c'est tout un travail en fait derrière, c'est pas automatique. Quand on donne souvent des promotions à des personnes qui travaillent bien, donc on va te récompenser et du coup on te donne cette promotion. Oui d'accord, mais en fait c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait réfléchir. Est-ce que la personne a déjà envie de ça ? Parce que l'humain... Oui, c'est vrai. On n'a pas tous envie du coup d'avoir l'humain au quotidien sous sa responsabilité. Et puis qu'est-ce que tu vas transmettre ? En fait, c'est une approche qui est complètement différente de ce qui est fait en fait aujourd'hui. Et de se dire aussi, à mon niveau, et même si, peu importe le grade en fait, c'est de se dire, qu'est-ce que moi là, au stade où j'en suis, je peux en fait apporter. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque niveau auquel je suis, je peux apporter. Ah, et ça a été plutôt un agréable, une agréable surprise pour moi parce que je pense que j'avais pas autant conscience en faisant tout. Voilà, je suis quelqu'un qui suis très ancrée dans mes valeurs, que ce soit professionnelles ou personnelles, et il est important pour moi de transmettre des valeurs qui ont du sens avec ce qu'est l'humanité. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et à travers ça, je pense que c'est important de se rendre compte qu'à notre échelle, toute aussi petite qu'elle soit, on peut avoir un impact sur 1, 2, 3 personnes. Et si cet impact existe, ces personnes vont en avoir un impact sur 1, 2, 3 personnes. Et en fait, ça, je pense que je n'avais pas mesuré ça encore il n'y a pas si longtemps, que j'avais pu avoir aussi cet impact aussi positif par mes valeurs et par qui je suis et ce que j'ai envie de transmettre. Et ça enlève en rien que derrière ça j'ai failli, ça enlève en rien que je suis loin d'être parfaite, ça enlève en rien que par moments ça a été difficile, ça enlève en rien que avec mon équipe par moments je crois qu'elles n'ont pas envie de me voir et je les saoule. C'est une réalité, en fait il faut l'accepter quand on est aussi en responsabilité de se dire mais en fait il y a des jours où on n'est pas aimé, c'est comme ça en fait, ça fait partie du jeu. Donc c'est de se dire que malgré ça, on a réussi à avoir une finalité où on a accueilli des enfants dans des belles conditions. Et ça, j'ai envie de le dire parce que sincèrement, j'ai une très belle équipe et vraiment, j'ai envie de les mettre en valeur aujourd'hui parce qu'elles font un travail incroyable au quotidien pour les enfants et elles méritent d'être mises en valeur. Et vraiment, sans elles, on ne fait rien du tout. Et j'aimerais tellement qu'on puisse entendre ça. En fait, c'est mon combat. C'est mon combat et je suis fière de l'avoir réalisé en fait dans mon quotidien à mon échelle parce que je reste convaincue que celles qui sont parties,
elles sont parties avec un petit peu de qui j'étais et que ben, si ça a parlé, elles transmettront aussi un petit peu de ça. Bien sûr. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et ce qui est super beau aussi, c'est que finalement, ce matin, je suis venue dans votre établissement parce que il y en a 2 qui partaient. Et en fait, il y en a une qui part. Donc les 2 démissionnent uniquement pour des raisons financières, du coup. Et en fait, elle était en pleurs, mais parce qu'elle disait, mais je veux pas partir. C'est vraiment à contre-cœur que je pars. Et c'est vraiment uniquement parce que j'ai besoin de plus, en fait, pour vivre qu'un simple SMIC, quoi. Et là, du coup, quand on a ça en face de soi, on se dit, oui, j'ai quand même réussi quelque chose. Vous voyez, votre impact, en fait, et l'impact après de toute l'équipe, parce qu'en fait, il y a plein de personnes dans vos structures qui sont révélées, quoi. En fait, les gens trouvent leur place. En fait, ça a des bénéfices, mais en chaîne. C'est pas le chemin le plus facile, mais finalement, les bénéfices, ils sont mais superbes, quoi. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, que je mesurais vraiment pas. Avec vraiment humilité, quand j'ai fait les choses, je les ai fait vraiment par conviction personnelle. À aucun moment, j'aurais pu croire que ça aurait pu avoir un impact aussi beau et aussi important. Parce que moi, mon objectif derrière, c'était vraiment le bien-être de l'enfant. Je pense, voilà, ça fait écho à mon histoire aussi, personnelle, hein, de se dire, c'est important pour moi de travailler au bien-être de l'enfant. Et en prenant ça en compte, forcément, c'est remonté au bien-être de l'équipe. Et quand j'ai pris mon poste, j'avais des valeurs que j'avais envie de transmettre, et ça c'est certain, mais jamais vraiment j'aurais pu croire que ça aurait un impact aussi positif. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Ah non, c'est clair. Parce que si on est déjà, avant d'avoir le poste ou au début, alors moi j'espère que je serai aimée de tous, que en fait c'est là qu'on va souvent se planter en fait. Clairement. Et le plus, c'est que malgré cette belle réussite, je reste convaincue que je ne suis pas aimée de tous. Je reste convaincue que par moments, elles m'ont vraiment détestée. Et c'est pas grave en fait, c'est ok. Moi je suis vraiment ok avec ça. Et en fait, je pense que c'est aussi parce que je suis ok avec ça que ça a pu fonctionner. Et je pense que des fois, on a envie d'être apprécié à outrance peut-être, ou À tout prix. on cherche la reconnaissance en fait à travers le regard des autres. Et je pense que par moments, je suis aussi passée par ces phases-là. Mais c'était pas mon but principal. Là, j'étais là pour le bien-être de l'enfant. Donc finalement, ça venait en secondaire. Donc je faisais tout pour ce qui me semblait être utile dans ce que j'observais pour faire en sorte que l'enfant se sente bien. Et à travers ça, oui, effectivement, il y a des personnes qui ont pris leur place, ont trouvé leur place, se sont révélées, ont grandi, se sont ouvertes, ont éclos. Et je suis tellement fière. Je suis vraiment très fière de mon équipe aujourd'hui. Même si aujourd'hui on a 2 qui partent, parce que voilà, comme on l'a dit, hein, pour des raisons financières et franchement dans le monde dans lequel on vit, ça se comprend. Et encore d'autant plus, du coup, je reviens sur il faut reconnaître ces professionnels, il faut les reconnaître. C'est nécessaire parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont tellement grandi dans cette structure et qui auraient eu le mérite en fait d'y rester et de continuer à grandir. Et en fait, voilà, aujourd'hui elles s'en vont pour ça, mais il n'y a rien de plus, y a pas une plus belle reconnaissance d'entendre qu'aujourd'hui, si elles s'en vont, c'est juste pour ça. Et ça, je trouve ça, ouais, vraiment, c'est ma plus belle réussite. Si je peux en résumer une, je peux dire que c'est celle-ci. Clairement. Et qui derrière a eu un impact positif sur les enfants. Et ça on ne me l'enlèvera pas. Et on laisse cette empreinte dans leur construction. Eux, encore une fois, je le dis, ils s'en souviendront pas. Mais nous, on sait qu'on a construit quelque chose qui valait la peine d'être construit. Et je trouve ça juste magique. On a un métier qui est incroyable. Moi, je suis passionnée par mon métier. Je pense que ça s'entend, ça se sent. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et quand je mets ça au cœur du bien-être de l'enfant, je me dis, mais ce qu'on fait au quotidien est incroyable. Voilà, pour certains, on va juste construire quelque chose qui est déjà très bien construit à la maison. Et pour d'autres, on va peut-être même créer de la résilience par une autre figure d'attachement qu'on va pouvoir créer et donner de la sécurité. Et grâce à ça, on va quand même réussir à permettre à ces enfants qui deviennent sereins plus tard. Je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on fait au quotidien.
C'est juste incroyable. Alors, je pense qu'on va finir ce podcast sur ça parce que c'est parfait. Mais c'est tellement bien résumé. Et puis, la passion, elle déborde. Mais c'est trop beau. Est-ce que si vous aviez un message à faire passer à quelqu'un, un groupe de personnes, peu importe, si aujourd'hui vous aviez quelque chose à transmettre, ce serait quoi à qui? Je pense que je vais revenir sur les émotions parce que moi, je sais que ça a changé ma vie. Et pour le coup, prendre conscience de ces émotions qu'on a à l'intérieur de soi, pouvoir même s'informer pour savoir ce que c'est, pouvoir aller voir des gens qui nous aident à les connaître, à les comprendre et à savoir quoi en faire. Je pense que c'est libérateur dans une vie. Et vraiment, je pense que si j'avais un message à dire, faisons tous ce chemin de l'émotion qui mènera à d'autres chemins, mais la priorité sera là. Et je pense vraiment que c'est libérateur d'une certaine manière. J'ajouterai juste pour la fin de ce podcast, parce que là, ça me semble parfaitement approprié, une citation de Desmond Tutu, qui est prix Nobel de la paix, qui dit « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » Merci. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et au mois prochain pour le prochain épisode.